Hello, ici Elsa de Belzam, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te partager une expérience que j'ai vécue en 2018 déjà, ça fait super longtemps que je veux vous la partager, mais voilà. Les idées parfois ça met du temps à passer dans le tuyau pour être mûr à point afin de les matérialiser, et c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous croiser deux expériences que j'ai vécues. Une quand j'étais adolescente, c'était à Strasbourg dans un dojo moine bouddhiste japonais. Voilà, c'était avec des moines bouddhistes japonais. Et j'ai vécu en 2018 une expérience vipassana, une retraite vipassana en Inde, au Rajasthan, plus précisément à Jaipur. Et ce sont pour moi des expériences extraordinaires qui méritent vraiment d'être partagées. Et potentiellement que ça pourra vous apporter quelque chose, vous donner peut-être envie aussi d'essayer, parce qu'après tout, c'est qu'une question d'expérience, d'appropriation à soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je me suis approprié ces expériences, comment je les ai compris et comment j'ai envie de vous les retranscrire aujourd'hui. Donc si t'es intéressé, je pense que ça sera en deux parties. Voilà, donc n'hésite pas à continuer, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit... Bref, je vais pas faire la sauce des grands youtubeurs. I think you know. Voilà, donc si tu as envie de partager ou en tout cas de contribuer à mon monde, me soutenir, n'hésite pas, je pense que tu sais ce qu'il y a à faire. Alors comment est-ce que j'ai découvert Vipassana? Parce qu'honnêtement, je connaissais pas du tout. En fait, j'étais à Tahiti à ce moment-là et j'étais dans un espèce de gîte. Je faisais du LPX, du woofing là-bas, donc c'est-à-dire que j'accueillais les personnes, je préparais le petit-déj le matin, etc. Et en fait, tout ça, je le faisais en contrepartie du logement, de la nourriture, etc. Puis j'avais aussi un petit peu d'argent qui m'était donné, donc c'était cool. Et en fait, dans ce faré, un faré à Tahiti, c'est une petite maison, si je ne m'abuse. Et en fait, dans cet endroit-là, il y avait plusieurs personnes avec qui on méditait le soir et tout. Et en fait, il y a une personne qui était venue me voir et qui m'avait dit franchement, toi, tu devrais trop faire Vipassana. Du coup, je suis les gens, en fait, voilà. Clairement, j'ai juste tapé sur internet Vipassana, sur YouTube, j'avais tapé, et j'avais trouvé un partage d'expérience, donc un peu celui que je suis en train de vous faire à l'heure actuelle, d'un monsieur qui parlait justement de son expérience, de comment il avait vécu le truc, ce que ça lui avait apporté, machin. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais ça a l'air d'être trop bien. Moi, j'étais trop dans la vibe, tôt, en tout cas dans mon adolescence, méditation, machin chouette. Et du coup, j'étais à Tahiti, je voulais continuer mon voyage, parce que j'étais en voyage à ce moment-là. Et je voulais aller en Nouvelle-Zélande pour le faire, parce qu'apparemment, ils venaient de créer tout juste des locaux pour Vipassana, parce qu'en fait, il faut savoir que Vipassana, si vous voulez, il y en a de partout dans le monde. Vous tapez vipassana.org, je crois, un truc comme ça sur Google, et en fait, ça va vous sortir tous les Vipassana qu'il y a dans votre pays, qu'il y a dans le monde entier. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, il y en a 3, je crois, en France. Et en fait, moi, là où je l'ai fait, c'était sur donation libre. Donc en fait, à la fin de ton séjour, à la fin des 10 jours, tu donnais ce que tu avais envie de donner. Je ne sais pas dans d'autres pays si c'est payant ou pas, mais moi, à l'heure actuelle, en tout cas en 2018, c'était totalement sur donation libre. La Vipassana, c'est tout simple. C'est 10 jours où tu ne parles pas, tu n'as aucun eye contact avec les autres, et tu médites toute la journée. Voilà, toute la journée, tu médites avec les autres personnes, avec les autres participants. Donc Vipassana, c'est ça. C'est assez intense. C'est assez intense. Mais moi, j'aime bien. À ce moment-là, j'avais envie de tester et tout. Je trouvais ça vraiment hors norme comme expérience. Donc du coup, je m'inscris sur la liste d'attente, parce que vu que c'est sur donation, du coup, t'as beaucoup de listes d'attente. Donc, je m'étais inscrite sur la liste d'attente pour la Nouvelle-Zélande. Seulement, j'ai pu attendre belle lurette. Hein. Franchement, si j'avais été prise en Nouvelle-Zélande, ça aurait été des années après, je pense, tellement qu'il y avait de monde. Du coup, je me dis, mais quoi de mieux? Et d'ailleurs, c'est vraiment pour ça que je suis partie en Inde. Je me dis, mais quoi de mieux pour faire Vipassana que d'aller dans le berceau de Gautama Buddha? Oui, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que Vipassana, c'est tout simplement les enseignements de Gautama Buddha, les originels, à skip, tu vois, voilà. Donc, je me dis, tu sais quoi, je vais partir en Inde. Et là, je trouve un Vipassana qui est ouvert, qui est disponible. Il y a telle date, machin, auquel je peux participer. Donc, c'est au Rajasthan, au nord de l'Inde, du coup, à Jaipur plus précisément. Et donc, je me rends là-bas. Je me rends là-bas en 2018 et je me rappelle trop, je savais pas vraiment où c'était, donc en fait je suis dans Jaipur même, dans la ville même de Jaipur. Et en fait,
je j'appelle un tuk-tuk, enfin je demande à un tuk-tuk de s'arrêter, je lui demande s'il veut m'emmener là. Puis en fait, à chaque fois que je demande, il me semble qu'il y en a plusieurs à qui je demande et qui ne veulent pas m'emmener là-bas. Parce que c'est super loin en fait, c'était super loin, je m'en rendais pas compte. Et en fait, j'arrive à trouver quelqu'un qui veut m'emmener, je crois que j'en ai eu pour 20 dollars de tuk-tuk en fait pour m'emmener là-bas. Parce qu'en fait, c'était vraiment dans un coin hyper reculé, dans les montagnes de Jaipur, c'était pas du tout dans la ville. Et Seigneur, mais le cadre, si vous allez en Inde, et que vous avez envie de faire Vipassana, mais je vous le recommande mais 1000 fois. Le cadre est absolument fabuleux. Donc en fait, t'arrives là-bas. Moi, je me rappelle qu'il y avait une dame qui m'a demandé mon passeport, machin, ma participation. Je devais avoir un mail de confirmation, j'en sais rien, je me rappelle plus, honnêtement. Et puis en fait, elle te donne l'accès du coup à la chambre que tu vas avoir. Et c'était vraiment une chambre individuelle. Et de ce que j'ai entendu, en France, c'est pas du tout le cas. En France, c'est ni moins bien ni mieux. Hein. Enfin, je veux dire, peu importe. Moi, j'avoue que ça m'allait bien d'avoir une pièce pour moi individuellement. Mais en France, apparemment, c'est des dortoirs. Donc, c'est pas pareil. Faut tester, voilà. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand tu rentres dans Vipassana, une fois que tu rentres dans Vipassana, la première journée, tu ne parles plus, ni aux autres, ni à toi-même, ok. T'as aucune distraction, t'as pas de livre, t'as pas ton téléphone, tu donnes tout à l'accueil en fait. Donc déjà, il faut avoir confiance, tu vois. Donc tu donnes tout à l'accueil, à la personne qui s'occupe de ça. Et c'est toi avec toi-même pendant 10 jours. C'est intense. C'est intense. Et donc du coup, voilà, moi j'avais une chambre individuelle, machin. Il y avait des pans de partout autour, enfin à l'extérieur de ma chambre. C'était magnifique, quoi. T'avais des pans tout le temps qui te réveillaient le matin. T'avais une petite cour aussi. Enfin, le lieu, écoutez, entre les montagnes de Jaipur, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et en fait, il faut savoir qu'en Inde, pareil, dans les autres pays, je sais pas comment ça marche, c'était femmes et hommes d'un côté. Donc il y avait les dortoirs des femmes, il y avait les dortoirs des hommes. Et quand on partait méditer, eh bien, on avait un côté gauche c'était pour les hommes et côté droit c'était pour les femmes. Donc tout était vraiment séparé. Je pense tout simplement que c'est pour qu'il y ait le moins de distractions possible, ou alors peut-être que c'est aussi culturel, je sais pas. Mais je me rappelle qu'il y avait une indienne là-bas, parce qu'après on discute hein, à la fin de Vipassana, il y avait une indienne là-bas qui était venue pour son mari en fait, et, euh, et en fait, elle avait détesté l'expérience, elle comprenait, enfin, ouais, c'était pas du tout son truc de ce que j'avais compris, mais elle y était allée pour son mari. Et donc souvent, quand on méditait dans la grande salle, je la voyais, elle ziotait son mari très souvent et tout. Enfin, c'était trop mignon, la pauvre. Elle a dû se faire chier pendant 10 jours parce que vraiment, de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas du tout de sa volonté, c'était elle suivait son mari, en fait, je me rappelle. Et mais du coup, c'était mignon, quoi. Enfin bref, voilà. Aparté fait. Donc, vlati pas qu'on commence le séjour, quoi. Donc je te cache pas que les premiers jours, je me suis bien demandé ce que je foutais là. Hein. Je me suis demandé pourquoi je m'infligeais ça. Et c'est ça qui est absolument fabuleux avec Vipassana, c'est que vu que c'est sur donation, t'es pas là en mode oh j'ai payé 200 € alors je vais quand même rester, je vais m'engager parce que t'as un engagement financier, tu vois. Non, si tu veux partir, tu peux partir quand tu veux. Mais quand tu veux, premier jour, deuxième jour, troisième jour, cinquième, tu peux partir quand tu veux. La nuit, le matin, partir quand tu veux. Donc c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est que tu es constamment face à ton abandon. Tu peux choisir d'abandonner à chaque moment. Donc en fait, ça te met face à ta capacité, à ta force de caractère, à ta motivation première qui a fait que tu es venu à Vipassana, tu vas vivre ce séjour-là. Donc pour moi, je trouve que c'est super fort dans ce sens-là, c'est que tu es libre de partir ou de rester. Donc en fait, c'est toi en permanence qui choisis de rester. C'est pas parce qu'il y a un engagement financier, c'est pas voilà, tu peux partir quand tu veux. Du coup, constamment, c'est ce qui moi m'a permis de me relier au pourquoi j'étais là. Vraiment. Alors il y a plein de fois où je ne savais pas pourquoi j'étais là, où je me posais des questions, mais ces doutes n'étaient pas assez forts pour me faire partir. Et du coup, ça m'a permis de développer une force de caractère, ou en tout cas une discipline, une rigueur. Et du coup, c'est vrai que ça te confronte à ta force d'esprit, au pourquoi tu es là, au sens que tu mets derrière ta position ici, tu vois. C'est assez symbolique, je trouve, c'est assez intéressant. Je pense pas que ça a été, comment dire, euh, créé pour ça, la donation. Je pense que c'est juste la volonté de Gautama Buddha et des personnes qui ont créé l'association, machin. Mais pour moi, je trouve que c'était vachement intéressant ce point de vue-là. Donc voilà pour ça. Donc du coup, une journée type, honnêtement, je me rappelle plus dans les détails, mais grossièrement, à 4 heures du matin, t'étais réveillée. T'avais une petite sonnerie. Ah oui, il y a quelqu'un qui venait sonner comme ça avec une petite clochette.
au niveau de toutes les portes des personnes. Et puis, du coup, 4 heures du matin, moi, c'est ça que je kiffe dans ces ambiances-là, c'est que 4 heures du matin, on est là, on prend le temps de se réveiller, machin, enfin, on prend le temps, ni plus ni moins, mais t'étais libre hein, de dormir ou de partir ou d'aller méditer. Hein. Je crois pas qu'il y avait de rappel à l'ordre, hein, si tu veux. C'était vraiment très toi avec toi, basta. Si t'as besoin de parler à quelqu'un parce que tu te sens pas bien, il y avait quand même une référente à qui tu pouvais parler. Moi, j'en ai pas eu besoin à ce moment-là, sans vouloir me la péter. Non, mais voilà. Donc, tu te lèves, machin, 4 heures du matin, tu prends le temps, et là, tu vois tous les gens, j'ai fait un gros crachat, tu vois tous les gens, c'était pas nécessaire de le dire, tous les gens qui partent dans la même direction, qui ne se regardent pas, qui ne parlent pas, c'est encore la nuit, et qui vont tous dans cette salle de méditation. Et je trouve que ça, c'est hyper fort. Et ça, c'est ce que j'ai vécu aussi à Strasbourg. C'est pour ça que je vous disais que je vais croiser les deux expériences. C'est qu'à Strasbourg, donc Ingwiller, je sais pas si je prononce bien, Ingwiller, je sais plus. Donc c'était un monastère, un dojo, un monastère, où t'avais, je sais plus combien, mais en tout cas t'avais beaucoup de moines bouddhistes japonais, etc. Et pareil, en fait, à 6 heures du matin, on était réveillés. Et pareil, on allait tous en silence dans la salle de méditation, on ne se regardait pas et tout. Tout était silencieux, tout était silence, tout était intérieur. Et ça, j'adore. Vous savez pourquoi? C'est puissant. C'est puissant parce qu'en fait, quand tu es dans un endroit avec des personnes qui ont une envie, un but, un objectif, qui sont là pour une raison similaire à la tienne, quand tu te diriges au même endroit pour méditer, c'est 4 heures du matin, il y a une ambiance de ouf, tu vois. 4 heures ou 6 heures du matin, peu importe les expériences là que je vous ai partagées. À Strasbourg, c'était 6 heures du matin et à Vipassana, c'était 4 heures du matin, mais on se couchait super tôt hein, d'ailleurs. Enfin bref, je vous raconterai tout ça encore à la suite. Ça part dans tous les sens parce que je me rappelle de tout ça, c'était tellement beau, c'était chouette. Et en fait, les gens ne se parlent pas, ils sont là pour un but précis. Et en fait, c'est puissant de ouf parce que dans le silence, il y avait le sens, tu vois. Dans le silence, il y avait le sens de chaque individu, du pourquoi il était là. Bon, mis à part la femme qui avait pas envie d'être là, ça se sentait. Mais globalement, on était tous là pour les mêmes raisons, ou en tout cas pour des raisons très similaires. Et c'était, mais waouh, mais d'une puissance, je vous jure, magnifique. Voilà, moi j'adore en fait, c'est un truc que je recherche dans ma vie, c'est de me connecter avec des gens qui ont des projets, des ambitions, des sens similaires. Et parce que je trouve que c'est hyper puissant de se rassembler ouais, avec des gens qui ont simplement qui partagent quelque chose avec toi. Mais pas qui partagent quelque chose avec toi de matériel, qui partagent quelque chose avec toi de spirituel, d'intérieur. À Ingwiller, donc à Strasbourg, je vous croise, hein, les histoires, c'est ma volonté propre parce que j'aime bien les mettre en rapport, en lien toutes les deux. À Strasbourg, donc à 6 heures, tout le matin était dédié à la méditation, ok. Et puis ensuite, l'après-midi, c'était pas de la méditation, ou du moins c'était de la méditation active. On faisait une activité, alors soit on allait préparer à manger, soit on allait remplir les afous. Donc les afous, qu'est-ce que c'est les afous? C'est ça, c'est les coussins de méditation, on allait les remplir de, je sais plus ce qu'ils mettaient dedans, des graines, du riz, honnêtement je me rappelle plus. Et en fait, on faisait ces activités, mais pareil, en silence. Je vous jure que j'ai jamais autant kiffé couper une carotte de toute ma vie. Parce que t'étais avec, je sais pas, on était 6, 7 pour faire le repas. Chaque jour, c'était ça. Hein. On variait les activités. Des fois, on allait marcher tous ensemble, en silence. Parfois, on remplissait les afous tous ensemble. Parfois, voilà. Mais il y avait toujours des groupes, en fait. T'étais assigné à un groupe à chaque fois. Je crois pas que c'était toi qui choisissais, enfin, peu importe. Et j'ai adoré ce moment où on préparait le repas ensemble, on parlait pas, ou alors on était très très discret, on avait le droit de parler, mais de manière assez restreinte, en parlant vraiment, en exprimant ce qui nous paraissait essentiel. Et on était là en silence, on était 7 à préparer le repas, on coupait nos carottes, nos pommes de terre et tout. Oh, incroyable. Oh, cette expérience, je vous jure, j'ai adoré parce qu'encore une fois, ça ramène ce truc de on était tous là pour une volonté première, on était tous là dans notre truc en méditation, en train de couper nos légumes et tout. Je vous jure, c'était puissant. Je peux pas vous le décrire mieux que ça, faut le vivre. C'est hyper intéressant. Donc, pour revenir sur Vipassana, tu parles pas pendant 10 jours, tu médites toute la journée. Et le soir, tu écoutes des enregistrements, donc tu as en langue indienne, français, anglaise, tu as ton petit casque, on est tous dans une pièce avec nos casques.
de ce que je me rappelle, à écouter certains enseignements de Gautama Bouddha, etc. Enfin, en tout cas, c'est une personne qui parle des enseignements de Gautama Bouddha. Moi, j'adorais ces moments le soir. Je trouvais que c'était vachement sympa. On était là, on était tous contre le mur. Il y en a qui étaient au centre de la pièce, qui étaient assis, machin. Et c'était bien. Encore une fois, j'aime bien les choses communes, spirituelles, quand elles sont acceptées. Et étant donné que Vipassana, c'est pas une secte, dans le sens où ils te demandent pas d'argent, à part des donations, une donation pour la contribution au repas, etc. Machin, ils te demandent rien d'autre. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Tu peux partir quand tu veux. Les enseignements, tu les prends ou tu les prends pas, c'est toi qui vois. Je veux dire, c'est très très libre en fait. Vipassana, c'est toi avec toi-même. En fait, pour moi, c'est ça Vipassana, c'est toi avec toi. Il n'y a rien qui t'est imposé, si ce n'est le cadre, mais c'est normal parce que le cadre, c'est la discipline. La discipline te permet d'être encore plus face à toi-même. À 4 heures du matin, t'as pas envie de te lever, qu'est-ce que tu choisis de faire? Toujours un choix vis-à-vis de toi-même, tu vois. C'est assez incroyable, c'est trop bien. Et t'as le repas compris, les repas indiens, pouah, je me suis régalée. Il y a même des fois où je mangeais beaucoup trop. On mangeait à 16 heures, je crois, le repas du soir, le dernier repas de la journée, c'était à 16 heures. Je crois qu'on avait 2 repas dans la journée. Un repas à 11 heures, un repas à 16 heures, je me rappelle plus. Sachez que c'est tout écrit dans le truc de Vipassana, je crois que t'as les plannings et tout. Ou en tout cas, les journées types. Et à 16 heures, on mangeait le dernier repas. Bah, figurez-vous que des fois, je mangeais trop. Mais j'ai appris au bout d'un moment à arrêter d'être trop gourmande durant le séjour. Parce qu'en fait, je me régalais, je me resservais et tout. Attends, on pouvait se resservir? Oui, on pouvait se resservir à la fin quand tout le monde était servi, machin, ouais. Euh, et je me rappelle que des fois, je mangeais tellement qu'en fait, j'arrivais pas à digérer. Et, putain, et le lendemain matin, à 4 heures du matin, j'étais encore en train de rôter le repas de la veille à 16 heures, tu sais. Enfin bref. Et c'était tellement bon. Et je vous jure que pareil, de manger en silence avec des gens, pareil, toujours reliés au même but initial qui est se découvrir, être face à soi-même, être dans la bienveillance, dans la spiritualité, bref, tout ce que tu veux. Ah, j'adorais. Et moi, si vous voulez, à l'époque, j'étais vachement anxieuse socialement, c'est-à-dire que bah, j'avais peur qu'il y ait des blancs dans la conversation, je savais jamais trop quoi dire, donc ça me mettait la pression. Et le fait de ne pas avoir à parler dans ces moments-là, putain, ça m'enlevait, mais ça m'enlevait un poids. J'ai pas parlé pendant 10 jours, j'avais pas de eye contact pendant 10 jours avec les gens. Ah, mais c'était trop bien, parce que t'es pas là en train de te dire, oh, qu'est-ce que je vais dire à lui, ou je sais pas, enfin, si vous êtes un peu, si vous reconnaissez un peu dans mon partage voilà, social, franchement, c'est trop bien. Tu parles pas, t'es là, voilà. Je me rappelle une fois, j'étais partie faire la vaisselle, du coup, après mon repas à Vipassana, faire ma petite vaisselle, en fait, si tu veux, et puis en fait, j'utilisais beaucoup trop d'eau. Et il y a une indienne derrière moi, elle est là, elle est là comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait elle. Du coup, elle me prend mon bol des mains, elle me montre comment le nettoyer sans utiliser beaucoup trop d'eau, tu vois. Elle m'a nettoyé mon bol quasiment tous les jours après. C'était incroyable, elle était incroyable, mais elle était adorable, hein. Mais elle était saoulée de voir que cette petite occidentale n'avait absolument aucun rapport à l'énergie de l'eau. Par contre, oui, à Strasbourg, c'était pas sur donation libre, c'était 250 € la semaine, je crois, ce qui reste totalement correct. Enfin, je veux dire, t'as la bouffe, t'as le dodo, t'as tout. t'as tout. T'as tout, donc c'est trop bien. Et en fait, à Strasbourg, un truc que j'ai adoré également, c'est qu'on mangeait tous ensemble, pareil, dans le silence, les uns en face des autres et tout. C'était des moments trop bien. Je crois qu'on était une vingtaine à manger tous ensemble. En vrai, on n'était pas énorme, hein. Je crois qu'on était 20 pendant ma retraite, hein. Je l'ai fait du lundi, je suis partie le dimanche, une semaine complète. Ouais, on était une vingtaine, je pense. Je me rappelle, il y avait une jeune asiatique avec moi. Il y avait un Indien d'origine indienne qui vivait en Australie, qui était venu en France pour faire des retraites et tout comme ça, je crois. Je crois qu'il était venu pour faire ça, enfin bref. Il s'appelait Jay Deep, je l'ai encore sur Facebook. Il était trop trop inspirant ce mec. J'ai rencontré aussi une nénette, je sais pas, elle devait avoir la soixantaine. Elle était en béquille, je me rappelle. Pareil, elle était venue pour faire une retraite. Enfin, moi, ce que je kiffe, c'est que tu rencontres des gens hyper différents qui ont, encore une fois, hein, je suis chiante avec mon truc, hein, mais qui ont toujours ce rapport du même objectif, ou en tout cas d'un objectif similaire, c'est-à-dire se découvrir soi-même. Et je vous jure que ça, quand tu te connectes avec des gens qui sont sur les mêmes ambitions, qui sont sur les mêmes intentions, c'est puissant, mais de ouf, sans même que vous ayez besoin de parler.
Vraiment. Et un truc qui m'avait marqué à Strasbourg, justement, à la fin de nos repas, en fait, il n'y avait pas de vaisselle à proprement parler, c'est-à-dire que le chef cuisinier allait faire la vaisselle des casseroles, etc. Machin. Enfin, on allait nous aussi l'aider, c'était toujours des tâches qui étaient très communes. Et en fait, nous, on faisait notre propre vaisselle de notre propre bol. On avait une serviette attitrée, on avait un bol et une cuillère, ni plus ni moins. On mangeait constamment des soupes de miso. Oh, c'était bon. On mangeait ça au petit déjeuner, hein. À 10h, je crois qu'on déjeunait à 9h après toutes nos méditations. Après, on retournait méditer, je crois. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'était trop bien. Et, euh, et en fait, on finissait notre bol de soupe, machin chouette. Je me rappelle qu'à la fin, le chef cuistot, il ramenait une énorme, casserole. Ouais, une énorme casserole d'eau chaude, d'eau vraiment bouillante. Et en fait, il nous donnait une cuillère à soupe dans notre bol. Et en fait, on nettoyait notre bol avec notre cuillère, machin et tout. Enfin, on avait un petit ustensile, je crois, pour bien nettoyer. Ensuite, une fois qu'on avait nettoyé, on remettait l'eau dans un autre récipient, l'eau sale dans un autre récipient, et avec notre serviette, on essuyait notre bol et c'était terminé. Et en fait, on faisait notre vaisselle à table. Et ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi, mais j'avais kiffé aussi. Enfin bref, il m'en faut peu, moi. Donc voilà, par rapport à Vipassana, continue Vipassana. Au début, donc en fait, tu as 3 jours où tu fais une méthode. Tu fais pas tout de suite la méthode Vipassana. Il faut d'abord que tu apprennes un peu à t'adapter parce que tu es en position comme ça. euh, voilà. Tu es dans cette position tout le temps. Mais vraiment, pendant, je pense, clairement, pendant peut-être 8 heures par jour, on était comme ça. Hein. Il y avait des gens qui avaient très très mal, donc ils se mettaient sur des chaises. Mais en plus, quand tu commençais à trop bouger, tu avais une voix qui disait Please don't move. Il disait ça. Bah oui, parce que quand tu commençais à trop bouger, t'étais plus dans ton corps, tu vois. Donc en fait, ça te rappelait à chaque fois à l'ordre qu'on était une centaine, tu vois, dans les salles de méditation, 50, je dirais qu'on était une cinquantaine de femmes, une cinquantaine d'hommes, tu vois. Les 3 premiers jours, il y a une méthode de respiration, ou plutôt une méthode de méditation, c'est tu te focalises ici. En fait, tu sens l'énergie ici. C'est un nom, je me rappelle plus, c'était en 2018, je m'en souviens plus. Et puis ensuite, une fois que les 3 jours sont passés, tu as la méthode de scanner, la méthode de scan de Vipassana, c'est-à-dire que tu vas scanner ton corps de la tête jusqu'aux pieds, tout doucement, et remonter. Et en fait, plus tu scannes, plus tu vas débloquer des points énergétiques de ton corps, c'est-à-dire qu'en fait, au début, si tu mets ton énergie au niveau de ton sourcil, tu vas pas sentir ton sourcil. Hein. Il faut de l'entraînement, sauf si, voilà, je veux dire, il y a toujours des exceptions. Mais si tu te concentres sur ton sourcil, tu vois, là maintenant, je le sens assez rapidement. Mais avant, au début de la méditation, je le sentais pas du tout. Donc en fait, tu continues, tu scannes toutes les parties de ton corps. Et en fait, au bout d'un moment, je vous promets, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, je sentais tout mon corps vibrer. Les moindres petites parcelles de mon corps vibraient. La paupière, là, cet endroit-là, je le sentais vibrer. Quand t'étais dessus avec ta conscience, avec ton intention, tu commençais à débloquer en fait tes sens, les sens de ton corps, les sens subtils, etc. Donc ça, c'était super. Et en fait, on faisait ça tous les jours, des heures par jour. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au départ, tu bouges parce que t'es mal dans ton corps, tu vois. Tu te demandes ce que tu fous là. Moi, clairement, je me le suis demandé vraiment très très longtemps. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte un peu, ça m'est arrivé aussi à Strasbourg, tu te rends compte un peu du fonctionnement de ton cerveau. Donc au début, c'est le capharnaüm dans ta tête, t'as plein de pensées. Et en fait, plus les jours passaient, plus je me rendais compte qu'au début, les pensées que j'avais, c'était des pensées du passé. Et après, une fois que mon cerveau avait laissé passer toutes les pensées du passé, il partait sur les pensées du futur. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup à Strasbourg et aussi un peu à Vipassana. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu laisses passer tout ton capharnaüm, tu te rends compte que ton cerveau, il classifie tes pensées. Donc au début, c'est le passé et après, c'était le futur pour moi. Et puis après venaient les douleurs du corps et là, tu revenais au présent, t'inquiète même pas. Tu revenais au présent, t'avais super mal à certains endroits. Moi, c'était les genoux. Oh là là, les genoux, je crois que j'avais mal. Non, c'était peut-être pas les genoux, mais bref, au niveau des cuisses et tout. Après, le milieu du dos, j'avais mal. Et puis tu commences à bouger. Et puis t'as l'autre qui te dit Don't move, please. T'es là, oui, ok, mais comment je fais, tu vois. Donc, comment tu fais. Bah, en fait, comment je faisais, moi Comment je faisais. Bah, en fait, je continuais le scanner de mon corps. Je continuais le scan plutôt de mon corps. Et en fait, les endroits où j'avais mal, j'allais respirer dedans, je respirais. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais je continuais. Et en fait, le but de tout ça, c'est de pas... voilà, c'est ça que ça m'a appris énormément Vipassana, c'est de considérer la douleur comme ni négative, ni positive. Avant, je prenais énormément de douches froides. Quand tu prends une douche froide, t'es là, oh Seigneur Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Après, tu te sens trop bien et tout, mais dedans,
les douches froides et Vipassana, ça m'a appris un truc de fou. C'est qu'en fait, le froid, au bout d'un moment, quand tu pratiques, au bout d'un moment, tu ne juges plus le froid. T'es plus là en mode, oh mon Dieu, c'est horrible, ça va être dur, ça va être dur. Non, tu respires, tu respires. Tu vas mettre le pommeau sur ton corps, froid, eau froide. Et en fait, tu vas accueillir plutôt que rejeter en bloc. Donc tu vas accueillir le froid. Et moi, je respirais, je me forçais à respirer fort, tu vois, pour que, je sais pas, il se passe un truc en moi. Et en fait, ça fait que c'était une vraie méditation, la douche froide, parce qu'au bout d'un moment, l'eau, je la sentais plus du tout froide, je la sentais normale. Ou en tout cas, ni chaude, ni froide. Donc j'avoue que j'arriverais pas à trouver les mots, en fait, pour vous dire comment le processus s'est fait en moi. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te détaches de ta douleur, elle est négative ou elle est positive. Tu vas me dire, elle est rarement positive, hein. Mais en fait, au bout d'un moment, dans ta pratique de scan, etc., Vipassana, machin, tu te rends compte que les douleurs que tu as, tu peux les rendre neutres. En fait, la douleur, à un moment donné, j'ai réussi. Si vous avez pas envie de faire Vipassana, essayez de prendre une douche froide. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur la douche froide, n'hésitez pas à aller la voir. Je crois que je vous en parle un peu mieux de ça et beaucoup mieux en fait de ce shift entre douleur et neutralité. Il y a un truc qui se passe. Je vous jure, au bout d'un moment, t'es là, tu bouges comme un cingouin, tu te dis putain, ça va être long encore. Parce que je vous dis, hein, des fois, t'as des séances de 2 heures de méditation, après t'as une petite pause, après t'y retournes, 2 heures, après 2 heures. Ça peut être très long quand t'es là en train de subir. Donc, il faut trouver les ressources en toi, parce que sinon, clairement, tu subis, c'est horrible. Il faut trouver les ressources en soi, les ressources en soi. Et c'est pour moi un des buts de Vipassana, quelque part, tu vois, pour arriver à presque apprécier la douleur. Donc là, on part sur un truc de sadomaso. Non, je m'exprime mal parce que c'est un truc à vivre en soi, vraiment. Mais il y a vraiment un processus qui se passe où en fait, t'es dans l'accueil plus que dans, dans le rejet, en fait, de ce que tu vis. T'es dans l'acceptation de la douleur. Voilà! Tu acceptes le froid de l'eau froide. Moi, ça m'arrive plein de fois. Des fois, je vais me cogner. Je vais l'accepter. Je sais pas comment. J'ai un shift en moi où au début, putain, oui, t'as la douleur, mais après, c'est toi qui décides de perdurer la douleur ou pas en fonction de ta perception. Ta perception, c'est ok, je l'accueille, je l'accepte, et là, tu respires et c'est bon. Elle part tout de suite, elle disparaît. La douleur, tu la ressens une fois, et si elle perdure, ça devient de la souffrance. La souffrance, c'est toi qui la gères en fonction de ta perception. Voilà, c'est ça que ça m'a appris Vipassana. J'ai trouvé les mots. Ok. Et donc, truc intéressant aussi avec Vipassana, enfin moi j'ai trouvé ça trop drôle, c'est que du coup, bah, t'as pas beaucoup d'activité physique, vu que t'es constamment assis en tailleur comme ça. Donc c'est pas facile d'avoir ensuite une fatigue pour t'endormir la nuit. Et donc c'était tellement drôle, parce qu'à chaque fois on avait nos pauses, moi j'essayais de partir la première de la salle de méditation pour aller dans le parc, là où il y avait les pans, et faire un tour. En fait, il y avait un tour, comme un petit tour d'hippodrome, mais en beaucoup plus petit, c'était rond. Et on était là tous, toutes les meufs. Je sais pas ce qu'ils faisaient les mecs, j'en sais rien, je les voyais pas, je sais pas où ils étaient. Mais nous les meufs, on était là. On faisait le tour, le tour, le tour, le tour. On courait, on marchait, on courait, on marchait. On faisait le tour de la cour en terre, à côté des pans et tout, pour qu'on puisse se fatiguer. Je vous jure, parce qu'on n'était pas fatigués le soir, il y avait zéro activité physique, tu vois. En fait, moi, j'ai fait tout ça en étant adolescente. Je suis allée vers ces ambiances-là, vers ces espaces-là quand j'étais adolescente. Parce qu'en fait, bon, déjà, je sais pas, j'avais la pelle, hein, c'est tout. Mais en fait, ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres manières de vivre en société. Il y avait d'autres façons de vivre, de tracer son chemin en société. En fait, t'étais pas obligé d'avoir le schéma classique maison, enfant, machin, moi qui me parle, qui me parle toujours pas aujourd'hui. Et en fait, ça m'a permis de faire des rencontres, mais vraiment, quand je te dis que tu vas à Strasbourg, tu te rends pas compte. Je veux dire, à aucun moment tu te dis que tu vas rencontrer une personne d'origine indienne qui vit en Australie. Tu te dis pas ça, tu vois. Et en fait, tu rencontres dans des lieux comme ça des personnes hyper différentes qui ont toutes une soif de se comprendre, une soif de se dépasser, d'aller au fond de soi. Et c'est des endroits que euh, que j'ai adoré fréquenter à un moment donné, où j'ai adoré en fait, évoluer en fait, hein. J'ai adoré évoluer. Et je vous le conseille à 100% si vous avez l'élan, que ce soit pour Vipassana, Strasbourg. Enfin, Strasbourg, après, il y en a partout en France, hein, des monastères qui vous accueillent, etc. Il n'y a aucun souci. En fait, c'est simple, je veux dire que vous soyez une personne à fond dans la spiritualité, que vous soyez une personne à fond dans la danse, à fond dans... Peu importe la thématique de vie qui vous traverse et qui coule vraiment dans vos veines, tu vois, le plus. Quand vous allez aller dans des endroits qui sont
reliés à ces mêmes vibrations que vous, c'est exponentiel. Vous faites des rencontres absolument incroyables, vous découvrez des choses sur vous, bref, vous voyez qu'il y a d'autres manières de vivre une vie. Puis voilà quoi, moi ça m'a vraiment appris à dompter mon mental, ça m'a appris à voir toutes les pensées que j'avais et que j'ai toujours un peu aujourd'hui si j'effectue pas mon travail intérieur. Et oui, ce n'est pas magique, c'est pas tu le fais une fois et ça marche. Hein. Non, non, non. Et voilà quoi. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, impacté, inspiré, eh ben laissez-moi le savoir. Voilà, tout simplement. Si vous kiffez ma vibe, ben, je vous invite à aller checker mon site. Je propose plein de petites prestations, dont une sur donation libre. Ça s'appelle les voyages énergétiques. Voilà, et puis je vous remercie. Je remercie la vie de m'avoir permis de vivre ces expériences-là, que j'espère pouvoir réitérer d'autres manières et voilà, laisser ma curiosité me guider ailleurs, parce que franchement la curiosité c'est incroyable, parce que ça te permet franchement de connecter avec des gens, avec des lieux auxquels tu n'aurais jamais connecté si tu n'avais juste pas été un peu curieux, tu vois. Donc la curiosité c'est de la balle, c'est de la balle, c'est de la bombe atomique.